Je m'appelle Jean-Marc Dubois, et je vous le dis tout de suite, je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour qu'on se moque de moi comme d'un chien errant devant une salle remplie de costumes cravates, pour ensuite m'éloigner en tenant la seule chose qui allait mettre à genoux le nouvel empire de ma femme. Le couloir en marbre du palais de justice de Lyon était si froid qu'il traversait mon manteau. L'air sentait la laine mouillée et les vieux papiers. Quelque part derrière moi, un portique de sécurité bipait et un agent répétait au suivant comme il l'avait déjà fait 1000 fois ce matin-là. Je restais là, les mains dans les poches, sentant mon propre pouls battre au bout de mes doigts. De l'autre côté du couloir, ma femme, bientôt ex-femme, Valérie Dubois, essayait de garder la face. 48 ans, belle d'une manière tranchante et soignée, les cheveux tirés en arrière comme si elle s'apprêtait à plaider devant la cour de cassation plutôt que dans une salle d'audience départementale. Ses talons claquaient sur le sol, rapides, nerveux. Elle ne cessait de regarder le dossier serré contre sa poitrine comme s'il pouvait la sauver si elle le pressait assez fort. Quand ses yeux se posèrent sur moi, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement et elle se figea. Pas parce que je lui manquais, mais parce qu'elle savait pourquoi j'étais là. La femme assise à côté d'elle, une jeune avocate avec une queue de cheval ôtée et un sourire de juriste, se pencha pour lui chuchoter quelque chose, mais Valérie ne l'entendit pas. Son regard restait verrouillé sur le mien, comme si j'étais une tempête qu'elle avait prétendu ne pas voir venir. Un journaliste se tenait près du mur avec un carnet. Deux avocats du coin rôdaient comme des vautours ayant senti l'odeur du sang. Une femme que je reconnaissais de la paroisse resserra son écharpe et fixa le sol. Puis la porte de la salle d'audience B s'ouvrit et le greffier appela d'une voix monocorde, « Affaire Dubois contre Dubois et enquête sur les comptes Carpa associés. » Enquête sur les comptes Carpa. Ces mots tombèrent comme une pelletée de terre sur un cercueil. Les lèvres de Valérie devinrent pâles. Sa main trembla en ajustant ce dossier. Elle me regarda à nouveau, droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose de brut dans son regard. La peur. Pas celle qu'on peut feindre sur une scène. Celle qui apparaît quand les applaudissements cessent et que la vérité commence à parler. Et alors qu'elle s'avançait, je me souvins du moment exact où elle avait décidé que je n'étais qu'une blague. Ce n'était pas ici. C'était le soir où elle avait inauguré son cabinet d'avocat, son rêve, et qu'elle m'avait utilisé comme un accessoire. C'est la partie que vous devez comprendre, parce que je ne suis pas venu à ce tribunal pour hurler. Je ne suis pas venu pour supplier. Je ne suis pas venu pour la reconquérir. Je suis venu parce qu'elle m'avait tendu une enveloppe devant tout le monde, souriant comme une reine, et m'avait annoncé que la première affaire de son tout nouveau cabinet était de divorcer de moi. Alors, j'ai signé et je suis parti. Et j'ai laissé le papier faire ce que le papier fait de mieux. La vérité, c'est que cette soirée avait commencé comme n'importe quel grand événement mondain de province. Des amuse-bouches hors de prix, trop d'eau de Cologne, et des gens qui faisaient semblant de ne pas regarder leurs montres respectives. C'était fin octobre, le genre de soirée lyonnaise où le vent qui remonte du Rhône est glacial, mais où les gens refusent encore de porter des gants parce que l'hiver n'est pas officiellement arrivé. J'avais garé ma Volvo à 3 rue de la parce que Valérie avait insisté pour que le parking principal soit réservé aux clients et à la presse, comme si nous étions des célébrités. Je suis resté devant la salle de réception une seconde, lissant ma veste de costume comme mon père le faisait avant la messe. Un blazer bleu marine, une chemise blanche, une cravate que je possédais depuis le mariage de ma nièce. Ça m'allait toujours. Je prenais soin de mes affaires. Dans ma main gauche, il y avait un petit sac cadeau. Rien d'extravagant. Un porte-documents en cuir, le genre qu'on achète dans une vraie maroquinerie, pas sur Internet. Je pensais qu'elle aimerait ça. Valérie aimait tout ce qui avait l'air cher. Fier de toi. J'avais prévu de dire quelque chose de simple, de stable, parce que c'est ce que je suis. J'ai 56 ans, né et élevé près de Saint-Étienne, j'ai passé 30 ans dans le crédit-bail et le financement privé. Je ne suis pas tapa accent Graveleuil, mais je connais les chiffres. Je connais les contrats. Et je sais comment garder un toit au-dessus de la tête d'une famille. Et pendant 17 ans, cette famille, c'était Valérie. Je suis entré, et la chaleur m'a frappé au visage. Des bougies parfumées, des petits fours feuilletés, et le parfum de quelqu'un, si fort qu'il me piquait les yeux. La salle était pleine. Des hommes en costume, des femmes en robe de soirée, des rires flottant vers le plafond. Au début, j'ai ressenti cette vague de fierté. Puis j'ai vu les doigts pointés. C'était subtil au début, une tête penchée, une main couvrant une bouche, un regard rapide vers moi, puis détourné comme si j'étais entré avec du papier toilette collé à ma chaussure.
Je me suis avancé plus loin en cherchant Valérie. Et c'est là que je l'ai entendue. Une voix d'homme, assez forte pour ne pas se soucier de qui l'entendait, a dit « Eh bien, regardez ça. Le mari loser est là. » Le mot loser a claqué dans la pièce comme une assiette qu'on brise. D'autres rires ont suivi, des rires serrés et méchants. Ma poitrine est devenue brûlante. Mes oreilles bourdonnaient. Je restais là, tenant ce sac cadeau comme un idiot, regardant les gens. J'ai reconnu des gens que Valérie m'avait présentés comme des amis, qui ricanaient comme si j'étais le divertissement de la soirée. Puis Valérie s'est retournée. Elle m'a vu et son sourire s'est élargi comme si elle attendait ce moment. Elle a marché droit vers moi, ses talons claquant sur le sol poli, et m'a tendu une épaisse enveloppe blanche. « Jean-Marc, dit-elle, douce comme du miel. Soyons adultes. » J'ai fixé l'enveloppe. Mon nom était tapé sur le devant. « C'est quoi ?» ai-je demandé, même si mes tripes savaient déjà. Elle s'est penchée plus près, juste assez pour que je sois le seul à l'entendre, et elle a dit « Le premier dossier de mon cabinet, c'est notre divorce. » Je ne me souviens pas du trajet retour. Je sais que ça semble étrange, mais c'est la vérité. Je me souviens m'être arrêté à un feu rouge sur le cours Lafayette. Je me souviens de la radio parlant du cours des céréales et des résultats du foot. Je me souviens de mes mains sur le volant, les jointures pâles comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais je ne me souviens pas comment je suis arrivé là. Ce dont je me souviens, c'est le bruit que ma porte d'entrée a fait quand je l'ai refermée derrière moi. Un clic doux et familier. Le son d'une maison qui pensait encore qu'un homme marié vivait à l'intérieur. Je suis resté dans l'entrée un long moment sans allumer les lumières. La maison sentait le vieux bois, le marc de café et le nettoyant au citron que Valérie utilisait, même s'il me faisait toujours éternuer. Ma veste a glissé de mes épaules et a atterri sur la chaise près de la porte. La même chaise où elle atterrissait depuis des années. Rien n'était cassé. Rien n'était en feu. Et pourtant, tout semblait décroché. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau du robinet. Les tuyaux ont gémi comme ils l'avaient toujours fait, comme un vieil homme s'éclaircissant la gorge. J'ai bu une gorgée, puis une autre. Mes mains étaient stables maintenant, ce qui m'a surpris. Je me suis assis à la table où nous avions dîné 1000 fois. Moi au bout, Valérie en face de moi, parlant des affaires qu'elle espérait décrocher un jour. À l'époque où ce cabinet d'avocat n'était qu'un rêve dans une pile de manuels de droit, c'est là que les souvenirs ont commencé à affluer. Pas les bons, les pratiques. Je me suis souvenu de la première fois où Valérie a parlé sérieusement de l'école de droit. Elle avait 41 ans. La plupart des gens que nous connaissions pensaient que c'était une passade. Pas moi. Je croyais au travail. Je croyais aux seconds actes. Je m'occupe de l'argent, lui avais-je dit. Toi, tu t'occupes du travail. Et je l'ai fait. J'ai payé les frais d'inscription, les cours de préparation au barreau, le loyer quand elle a réduit ses heures pour étudier. Je me suis porté caution solidaire pour ses prêts étudiants parce que son dossier de crédit était mince et que le mien était propre comme un sous-neuf. Quand elle a échoué au barreau la première fois, elle a pleuré dans cette même cuisine, la tête sur mon épaule. Je me souviens lui avoir frotté le dos en disant « C'est juste du papier, Val. Tu es toujours toi. » Drôle comment le papier fonctionne. Je me suis levé et j'ai ouvert le tiroir à dossiers dans le couloir, celui que Valérie ne touchait jamais. À l'intérieur se trouvaient des chemises soigneusement étiquetées de mon écriture. Impôts, assurance, investissement. Et il était là. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis juste resté là à tenir le dossier, sentant son poids. Pas lourd en kilos, lourd en signification. J'avais toujours géré les chiffres discrètement. Valérie aimait les projecteurs. J'aimais le grand livre de comptes. Ça a marché longtemps. J'ai ouvert le dossier. Bail commercial, financement de matériel, ligne de crédit entreprise, assurance responsabilité professionnelle, accord de capital de départ. Et ma signature. Pas une fois, mais encore et encore. Caution personnelle et solidaire. C'était la phrase qui revenait sans cesse. Caution personnelle. Je me suis rassis et j'ai laissé échapper un souffle lent. Mon cœur ne s'emballait pas. Ça m'a fait plus peur que si ça avait été le cas. Mon téléphone a vibré sur la table. Valérie. Je n'ai pas répondu. Il a vibré encore, puis encore. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai fixé les veines du bois de la table.
Il y avait une petite marque de brûlure près du bord, de la fois où j'avais posé une poêle chaude trop vite. Valérie avait crié. J'avais haussé les épaules. Ça donne du caractère, avais-je dit. 17 ans de caractère. J'ai pensé appeler quelqu'un. Mon frère, un ami. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur depuis 20 ans. Cabinet Martin, ici Sophie, répondit la voix à l'autre bout. Stable, familière. Sophie, ai-je dit, c'est Jean-Marc Dubois. Eh bien ça alors, dit-elle. Ça fait un bail. Tout va bien? J'ai hésité une demi-seconde. Non, ai-je dit, mais ça va aller. Il y eut une pause, puis elle dit, d'accord. De quoi as-tu besoin? J'ai expliqué la situation simplement. Pas de drame, pas d'insulte, juste des faits. Papier du divorce, liens commerciaux, mon nom sur les garanties. Sophie a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est éclaircie la gorge. Jean-Marc, tu n'es pas piégé, dit-elle. Tu ne l'as jamais été. Certaines de ces garanties peuvent être dénoncées pour l'avenir. D'autres, eh bien, dépendent du timing et des préavis. Est-ce que j'enfreins la loi, ai-je demandé. Non, dit-elle. Tu exerces tes droits. Cette phrase a apaisé quelque chose dans ma poitrine. Nous avons passé tout en revue, ligne par ligne. Ce qui pouvait être arrêté. Ce qui devait être dénoué avec précaution. Ce qui nécessitait une lettre recommandée. Quand nous avons raccroché, il était presque minuit. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fixé le ventilateur de plafond. Il faisait un léger tic-tac en ralentissant, comme une horloge en fin de course. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal. Jean-Marc, dit Valérie, sa voix maîtrisée. Ça n'a pas besoin d'être laid. Signe juste calmement. Ne m'embarrasse pas. On parlera demain. Ne m'embarrasse pas. J'ai ri alors, pas fort, juste un souffle court qui est sorti de travers. Je suis allé dans le salon et je me suis assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui que Valérie disait qu'on devrait remplacer parce qu'il faisait démodé. Il a grincé quand je me suis penché en arrière, chaud et familier. J'ai regardé autour de la pièce, les photos encadrées, la bibliothèque, la lampe à l'abat-jour tordue. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Elle pensait que je la combattrais avec de l'émotion. Elle n'avait aucune idée que je répondrais avec du papier. Le matin est arrivé, gris et fin, comme s'il n'était pas sûr de vouloir se montrer. Je me suis réveillé avant le réveil, fixant le plafond, écoutant la chaudière s'allumer et s'éteindre. La maison semblait plus grande sans la respiration de Valérie à côté de moi. Pas plus solitaire, juste creuse, comme un auditorium après que tout le monde soit rentré chez soi. J'ai fait du café à l'ancienne. Une cuillère. Verser. Attendre. La machine a sifflé et postillonné, remplissant la cuisine de cette odeur amère et réconfortante. Je restais là en chaussettes, regardant la vapeur monter vers les placards que nous avions choisis ensemble il y a des années. Valérie voulait du blanc laqué. J'avais plaidé pour le bois. Le bois dure plus longtemps. Je me suis assis à la table avec ma tasse et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la vengeance. Pas celle que les gens imaginent. C'était un inventaire. J'ai ouvert à nouveau le dossier étiqueté Dubois avocat. Cette fois avec un stylo à côté de moi. J'ai lu lentement. Date, clause, délai de préavis. Mon propre nom sautait de la page à l'encre noire propre, stable et délibéré, comme l'homme qui l'avait signé. Caution personnelle bail matériel. Caution personnelle ligne de crédit entreprise. Caution personnelle photocopieur et services informatiques. J'ai expiré et roulé des épaules. D'accord, Jean-Marc, une chose à la fois. Le premier appel fut pour la société de leasing. Un jeune homme poli a répondu, enjoué, comme s'il n'avait pas encore appris que les conversations d'affaires pouvaient gâcher la journée de quelqu'un. J'appelle concernant le compte 4478, ai-je dit. Je m'appelle Jean-Marc Dubois. Bruit de touche. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dénonce toute caution personnelle future associée à ce bail, ai-je dit d'une voix égale. Selon l'article 9, sous-section C, une notification par lettre recommandée suivra. Il y eut une pause, pas longue, juste assez. Oui, monsieur, dit-il. Je note cela.
J'ai raccroché et fixé l'écran un moment, attendant que quelque chose me frappe. Culpabilité, peur, soulagement. Rien n'est venu. Ensuite, le service des photocopieurs. Puis le contrat informatique. Chaque appel semblait identique. Calme, professionnel. Je ne criais pas. Je ne menaçais pas. Je reculais centimètre par centimètre, exactement comme les contrats le permettaient. La souris a cliqué. Une confirmation par email est apparue. Puis une autre. Chacune ressemblait à une coupure de papier. Petite, nette, précise. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Valérie. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel, puis un SMS. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais? J'ai posé le téléphone face contre table et pris une gorgée de café qui avait refroidi. À midi, j'avais envoyé les notifications formelles nécessaires et programmé les suivis là où les choses demandaient du temps. Tout ne pouvait pas être défait en un jour. C'était bien. Je n'étais pas pressé. J'ai fermé l'ordinateur et frotté mes yeux. C'est là que le doute s'est insinué. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans le salon, les mains sur les hanches. Le fauteuil en cuir a grincé derrière moi. Est-ce que j'allais trop loin? J'ai pensé à Valérie à 41 ans, assise à la même table avec une pile de livres de droit, les cheveux tirés en arrière, les yeux brillants d'espoir. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait serré la main quand elle avait réussi le barreau la deuxième fois. J'ai pris mon téléphone et fait défiler jusqu'à son nom. Puis je l'ai reposé. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de m'empêcher d'être traîné dans quelque chose auquel je ne consentais plus. Vers 13 heures, j'ai conduit jusqu'à la brasserie Le Café des Sports. Un endroit simple et sans prétention au coin d'une rue calme. À l'intérieur, ça sentait la graisse de bacon et le vieux café. Familier, honnête. Gérard était déjà là, sirotant sa deuxième tasse et lisant le journal régional comme si c'était son métier. Sacrée matinée pour ça, dit-il sans lever les yeux. Matinée pourquoi, demandai-je en tirant une chaise. Peu importe ce que tu traverses, dit-il, levant enfin les yeux vers moi. Tu as l'air d'un homme qui réorganise sa vie. J'ai ricané. C'est si évident? Il a haussé les épaules. 17 ans de mariage, et soudain tu es là un mardi. Je lui ai dit. Pas tout, juste assez. Il a écouté, hochant lentement la tête, la mâchoire serrée. Elle a fait ça en public, dit-il quand j'eus fini. J'ai hoché la tête. Gérard prit une longue gorgée de café. Ce n'est pas du business. C'est du théâtre. Je n'essaie pas de la détruire, ai-je dit. Bien, dit-il. Parce que c'est comme ça que parlent les méchants. Tu ne brûles rien. Tu sors juste du rayon de l'explosion. J'ai fixé ma tasse. Les gens vont penser que je suis le méchant. Ils le pensent déjà, dit Gérard. Autant être un méchant qui dort la nuit. Nous sommes restés en silence une minute. Quelque part au fond, quelqu'un a ri devant la télé. En me levant pour partir, j'ai entendu deux hommes à la table voisine parler à voix basse. Elle leur a promis des primes pour Noël, dit l'un. Un deuxième bureau au printemps, répondit l'autre. Dans le quartier d'affaires ou quelque chose comme ça. Mon estomac s'est noué. Je suis sorti dans le froid, cette conversation résonnant dans ma tête. Prime, expansion, promesse. De retour dans ma voiture, mon téléphone a vibré à nouveau. Messagerie vocale. La voix de Valérie était plus tranchante maintenant. La douceur avait disparu. Jean-Marc, ça devient sérieux. Tu joues avec le gagne-pain des gens. Rappelle-moi maintenant. J'ai conduit lentement vers la maison, pensant aux promesses faites sur de l'argent qui n'était pas seulement le sien. Ce soir-là, un SMS est arrivé de mon avocate. Elle a déposé une requête en urgence. Attends-toi à recevoir un huissier. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et me suis adossé contre, regardant par la fenêtre les arbres nus. Donc, c'était ça. Elle n'allait pas parler. Elle allait pousser. Et pour la première fois depuis cette nuit à la fête, mes mains ont commencé à trembler. On a frappé à la porte juste après la tombée de la nuit. Pas un coup poli, pas un coup de voisin, un coup sec et impatient qui a fait vibrer la vitre comme s'il exigeait l'obéissance. J'étais debout à l'évier, rinçant ma tasse de café quand c'est arrivé. Dehors, le vent hurlait dans la rue, traînant des feuilles mortes sur le trottoir. La lumière du porche a clignoté une fois, deux fois.
Je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Valérie se tenait là dans un manteau trop fin pour octobre, les cheveux tirés en arrière. Les joues rouges à cause du froid et d'autres choses. La colère, peut-être la peur. Ses talons claquaient sur le béton comme des points de ponctuation. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas vraiment une question. Je me suis écarté. « Tu es déjà là. » Elle m'a frôlé en passant, apportant une bouffée d'air froid et de parfums coûteux dans la maison. Elle a regardé autour d'elle comme si elle inspectait le salon d'un étranger, pas l'endroit où elle avait dormi pendant des années. « Tu gèles mes comptes, dit-elle en se retournant vers moi. As-tu la moindre idée de ce que tu fais ? Je me dégèle moi-même, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a ri, un rire sec et bref. Ne joue pas à l'idiot, Jean-Marc. Tu retires tes cautions. Tu annules des paiements. Tu essaies de me ruiner. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. La maison a craqué doucement, se tassant. Tu m'as tendu les papiers du divorce devant une salle pleine de gens, ai-je dit. Tu as appelé ça professionnel. C'était du business, a-t-elle claqué. Ceci aussi. Ses yeux se plissèrent. Tu ne décides pas de ce qui est du business. Tu t'es toujours caché derrière des chiffres parce que tu as peur du monde réel. J'ai senti celle-là atterrir, pas fort, mais profond. J'ai passé 30 ans dans le monde réel, ai-je dit calmement. À garder les lumières allumées, à tenir des promesses. Elle s'approcha, baissant la voix. Tu penses que le juge va aimer ça ? Tu penses que le tribunal ne verra pas ce que tu fais ? Je peux rendre ça très inconfortable pour toi. Elle était là. La menace déguisée en inquiétude. J'ai soutenu son regard. Tu voulais du professionnel, ai-je dit. C'est moi te traitant comme n'importe quel autre associé qui a changé les termes sans prévenir. Elle se moqua. Ne prétends pas que c'est propre. Les gens parlent déjà. Je sais, ai-je dit. Ça lui a donné une pause. Il pense que tu contrôlais tout, a-t-elle continué. Il pense que j'étais piégé. J'ai fait un geste vers la pièce. Est-ce que ça ressemble à du contrôle ? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le vent faisait trembler les fenêtres. Quelque part dans la rue, une portière de voiture claqua. Tu vas me coûter mon cabinet, dit-elle finalement, sa voix se brisant juste un peu. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas du regret, de la reconnaissance. Je n'ai pas construit ton cabinet, ai-je dit. Je l'ai soutenu. Il y a une différence. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu dois toujours avoir raison. Non, ai-je dit. Je lis juste les petits caractères. Elle resta là à respirer fort, puis se tourna et fonça vers la porte. Profite de ta petite victoire, dit-elle par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini. Quand elle est partie, la maison a semblé plus froide. Les jours suivants se sont brouillés. Les amis ont cessé d'appeler. Un couple avec qui nous avions l'habitude de dîner a annulé pour le moment. Un homme que je connaissais de l'église m'a fait un signe de tête puis a détourné le regard. Je mangeais seul. Je dormais au milieu du lit. J'ai commencé à laisser la télé allumée le soir juste pour entendre une autre voix dans la pièce. Puis l'appel est arrivé. Monsieur Dubois, dit un homme. C'est Henri Roche. Je connaissais le nom. Un entrepreneur local, une solide réputation. J'ai engagé le cabinet de votre femme, dit-il. J'espère que ça ne dérange pas. C'est bon, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe ? Il y eut une longue pause. Quelque chose ne semble pas normal, dit-il. Au sujet de la facturation, de l'endroit où est passée ma provision. Mon estomac s'est noué. Je ne veux pas d'ennui, dit-il rapidement. Mais je ne veux pas être le prochain type qui se fait avoir. Envoyez-moi ce que vous avez, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai ouvert son email. Facture, date. Une ligne m'a arrêté net. Virement compte Carpa en attente. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Ce n'était plus à propos de moi. Ça ne l'avait jamais été. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ce vieux fauteuil en cuir grinçait chaque fois que je bougeais, et la maison faisait ses bruits habituels, les tuyaux qui tic-taquaient, la chaudière qui soupirait, mais rien de tout cela ne m'apaisait. L'email d'Henri Roche restait ouvert sur mon ordinateur, brillant comme une accusation que je n'avais pas demandée. Virement compte Carpa en attente.
Je n'étais pas avocat. Je n'avais pas besoin de l'être pour savoir ce que ça signifiait. L'argent des clients n'était pas censé se balader. Il était censé rester immobile, calme, comptabilisé sur le compte séquestre officiel. Je me suis versé une autre tasse de café à 2 heures du matin et j'ai relu les factures. Les dates s'alignaient d'une manière qui me fit serrer la mâchoire. Une provision payée, une promesse faite, un virement marqué comme temporaire. Temporaire avait une drôle de façon de devenir permanent quand personne ne regardait. À l'aube, la décision n'était pas dramatique. Elle n'était pas courageuse. Elle était inévitable. Je me suis douché, rasé, et j'ai mis une chemise propre comme si j'allais au travail. Vieille habitude. Le miroir montrait un homme qui avait l'air fatigué mais lucide. C'était nouveau. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert un onglet de navigateur. Ordre des avocats du barreau de Lyon, signalement. Un site web simple, pas de drame, juste des instructions. J'ai hésité avec mon doigt sur la souris. Ce n'était pas retirer une caution. Ce n'était pas annuler un paiement. C'était quelque chose qui pouvait mettre fin à une carrière. J'ai pensé à Valérie à 41 ans tremblant dans cette cuisine après avoir échoué au barreau. J'ai pensé à son sourire quand elle a finalement réussi. J'ai pensé aux applaudissements à sa soirée d'inauguration, à quel point ils avaient été forts quand je suis sorti. Puis j'ai pensé à Henri, à quiconque viendrait après lui. J'ai cliqué. Je n'ai pas écrit une dissertation. Je n'ai pas écrit d'accusation. J'ai joint des documents. J'ai listé des dates. J'ai tapé une phrase. Ces documents sont soumis pour examen. Veuillez vérifier indépendamment. J'ai appuyé sur envoyer. La pièce a semblé plus silencieuse après. Plus tard dans la matinée, j'ai conduit jusqu'à l'église. Pas parce que je suis particulièrement saint, mais parce que le sous-sol était toujours vide en semaine et j'avais besoin d'un endroit où m'asseoir qui n'était pas ma maison. Les néons bourdonnaient doucement. Des chaises pliantes longeaient le mur. Une urne à café trônait froide sur une table avec un panneau manuscrit disant « Servez-vous ». Je me suis assis seul et j'ai fixé mes mains. Je n'ai pas cherché à lui faire du mal, ai-je dit à personne en particulier. J'ai juste arrêté d'aider. Le dire à voix haute ne rendait pas la chose plus facile. Ça la rendait plus vraie. Une semaine plus tard, Valérie annonça un séminaire juridique gratuit. Action communautaire, réparation d'images. J'ai vu le prospectus scotché à l'épicerie et encore sur le tableau d'affichage de la paroisse. Protégez votre entreprise. Ce que vous devez savoir. Sa photo était dessus, confiante, souriante, le même sourire qu'elle portait quand elle m'avait tendu cette enveloppe. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je me suis pointé quand même. La salle paroissiale était pleine de commerçants locaux, quelques retraités, des visages curieux. Valérie se tenait près du podium, feuilletant ses notes. Pour la première fois, elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Fatiguée. J'ai pris un siège au fond. Une bénévole s'approcha du micro et rayonna. Avant de commencer, je veux juste remercier tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, surtout le mari de Valérie, Jean-Marc, son plus grand soutien. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Une onde de rire gêné traversa la salle. J'ai hoché la tête une fois et gardé les yeux devant moi. Le visage de Valérie vacilla juste une seconde. Puis elle se reprit. Elle se lança dans son discours, fluide, rodé, confiant, parlant de confiance, de transparence, de faire les choses correctement. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. À mi-chemin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je suis sorti dans le couloir pour répondre. Monsieur Dubois, dit une femme, sa voix était neutre, prudente. C'est au sujet d'une audience prévue au palais de justice. 9 heures vendredi. Je me suis appuyé contre le mur, les yeux fermés. Compris, ai-je dit. Quand je suis retourné dans la salle, Valérie parlait toujours, souriant toujours. Elle n'avait pas encore vu le sol se dérober. Le vendredi matin s'est levé propre et froid. Le genre de froid lyonnais qui semble honnête. Pas de drame, juste de la vérité dans l'air. Je me suis garé à 2 rues du palais de justice et j'ai marché le reste du chemin, les mains enfouies dans les poches de mon manteau. Le ciel était pâle, presque blanc, et le drapeau tricolore devant claquait fort dans le vent. Mon souffle formait de la buée devant moi, régulier et lent. À l'intérieur, le tribunal sentait les sols cirés et les vieux papiers. Les chaussures résonnaient,
les voix restaient basses. Ce n'était pas un endroit pour les discours. C'était un endroit pour les dossiers. Je me suis assis sur un banc en bois devant la salle d'audience B, regardant les gens passer. Des avocats en robe noire. Un homme avec une mallette trop usée pour être à la mode. Une femme chuchotant dans son téléphone comme si elle avait peur que les murs écoutent. Valérie est arrivée 10 minutes plus tard. Elle était immaculée. Tailleur bleu marine, cheveux tirés, maquillage juste assez pour suggérer la confiance sans vanité. Si vous ne saviez pas, vous auriez pensé qu'elle se dirigeait vers une journée normale de travail. Ses yeux m'ont trouvé presque immédiatement. Ils ne se sont pas adoucis cette fois. Ils cherchaient. Elle a pris un siège de l'autre côté du couloir, des dossiers empilés soigneusement sur ses genoux. Une jeune avocate était assise à côté d'elle, chuchotant rapidement. Valérie hocha la tête, la mâchoire serrée. Quand l'huissier a ouvert la porte et appelé l'affaire, le couloir est devenu silencieux de cette façon particulière qu'ont les lieux publics quand quelque chose de grave va se produire. À l'intérieur, la salle était plus petite que je ne l'imaginais. Murs lambrissés, une Marianne derrière le juge, une poignée de chaises remplies d'observateurs, d'avocats locaux. Un journaliste que je reconnus, et un homme que je réalisai plus tard être Henri Roche. Valérie prit sa place à la table. Je me suis assis au fond. L'audience a commencé comme ces choses-là le font toujours, lente, prudente, méthodique, les noms lus pour le procès-verbal, les déclarations d'intention, pas encore d'accusation, juste les fondations. Puis les questions ont commencé. Maître Dubois, dit le magistrat, calme comme un bibliothécaire. Pouvez-vous expliquer la gestion des fonds clients CARPA référencés dans ces documents? Valérie sourit, professionnelle, polie. Bien sûr, dit-elle. Il semble y avoir un malentendu. Elle expliqua soigneusement, avec assurance. Elle utilisa des mots comme temporaire et délai administratif et pratique courante. Je regardais ses mains. Elle tremblait quand elle tournait une page. Le magistrat hocha la tête, prenant des notes. Posa une autre question, puis une autre, chacune plus étroite que la précédente. Des dates furent lues à haute voix. Des montants, des numéros de compte. La salle devint très silencieuse. Les réponses de Valérie commencèrent à changer juste légèrement. Un mot changé ici, une phrase là. Rien de dramatique, mais assez. Assez pour les gens qui savaient écouter. Puis quelque chose arriva que je n'avais pas prévu. Une des collaboratrices de Valérie, une jeune femme que j'avais vue à la soirée d'ouverture, se leva. « Puis-je parler » demanda-t-elle. Le magistrat parut surpris mais hocha la tête. Elle avala difficilement. « On nous a dit que des primes arrivaient, dit-elle. Que les fonds avaient été déplacés temporairement. J'ai demandé pour les salaires la semaine dernière et on m'a dit de ne pas m'inquiéter. » Valérie se retourna, les yeux écarquillés. « Vous ne comprenez pas. » Le magistrat leva une main. « Maître Dubois, s'il vous plaît. » La jeune femme se rassit, le visage rouge, les mains tremblantes. C'était ça. Pas de cris, pas d'accusation lancée à travers la pièce, juste le son calme de la certitude qui s'installe. Le magistrat parla à nouveau, la voix égale. Compte tenu des incohérences présentées aujourd'hui, le tribunal ordonne un examen immédiat et des restrictions temporaires en attendant une enquête plus approfondie. Les épaules de Valérie s'affaissèrent. Elle se tourna et me regarda. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai vu alors. Pas de la colère, pas de la haine, de la compréhension. Elle voyait enfin ce qu'elle avait fait. Quand l'audience fut levée, les gens se levèrent lentement comme s'ils avaient peur de faire du bruit. Le journaliste griffonnait des notes. Henri croisa mon regard et fit un petit signe de tête reconnaissant. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. C'est là qu'un homme en uniforme gris se mit en travers de mon chemin. « Monsieur Dubois » demanda-t-il. « Oui. Vous êtes assigné. » Il me tendit une enveloppe. Je la pris, le remerciai, et sortis dans le froid. Le ciel était plus clair maintenant, dégagé. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je suis resté assis dans ma voiture un long moment, les mains reposant sur le volant, regardant les gens aller et venir sur les marches du palais. Des avocats parlant à voix basse, un couple se disputant doucement près du trottoir. La vie avançant comme elle le fait toujours, même quand quelque chose en vous s'est finalement arrêté. Quand je l'ai ouverte,
c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Plus de requêtes, plus de papiers, plus de tentatives pour me ramener dans un combat que je ne voulais plus. Je les pliai soigneusement et les glissai dans la boîte à gants. Ce soir-là, la maison semblait différente. Pas calme d'une manière solitaire, calme d'une manière apaisée, comme la poussière après une tempête. Je me suis fait un dîner simple, une tartine, rien de chic, et j'ai mangé à la table sans allumer la télé. Dehors, le vent était tombé. Quelque part un chien a aboyé une fois puis s'est arrêté. Je rinçai mon assiette quand on a frappé. C'était plus doux. Je savais qui c'était de toute façon. Valérie se tenait sur le porche, les bras croisés, le manteau froissé, les cheveux lâchés autour de son visage comme si elle avait cessé de s'en soucier à la moitié de la journée. Pas de maquillage, pas de performance, juste une femme qui était finalement à court d'applaudissements. « Je ne resterai pas longtemps, dit-elle. »« C'est bon, répondis-je en m'écartant. Elle ne m'a pas dépassé cette fois. Elle resta près de l'entrée, ses yeux parcourant la pièce familière comme si elle la voyait pour la première fois. « Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, dit-elle doucement. »« Je sais, dis-je. » Elle déglutit. Je me suis laissé emporter. Le cabinet, l'image, tout le monde s'attendant à ce que je sois plus. Je me suis appuyé contre le mur. Lyon n'est pas petit, Valérie. C'est juste que la ville a de la mémoire. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'ai croisé son regard. Je l'ai fait. Tu ne pouvais juste pas l'entendre par-dessus les applaudissements. Elle baissa les yeux alors. Regarda vraiment. Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que tu essayais de me détruire, dit-elle. Je n'essayais pas, dis-je. J'ai juste arrêté de tout soutenir. Il y eut un long silence entre nous. J'ai trouvé le compte, dit-elle finalement. Celui de l'épargne. J'ai hoché la tête. Tu n'étais pas obligé, dit-elle. Je sais, répondis-je. Mais je n'essayais pas de te laisser sans rien. Je ne pouvais juste plus nourrir le mensonge. Des larmes glissèrent sur ses joues. Elle les essuya rapidement, embarrassée. Je ne te déteste pas, dit-elle. Je ne te déteste pas non plus, dis-je. Et c'était la vérité. Elle recula sur le porche, l'air froid s'engouffrant entre nous une dernière fois. Prends soin de toi, Jean-Marc, dit-elle. Toi aussi, répondis-je. Quand la porte s'est fermée, je ne l'ai pas verrouillée tout de suite. Je suis resté là à écouter la maison respirer. Dans les semaines qui suivirent, les choses se tassèrent. Le divorce avança tranquillement. Pas de cris, pas de scène publique, juste des signatures et des plannings. J'ai recommencé à aller au café des sports le samedi. Gérard me gardait un siège sans dire un mot. Je me suis porté volontaire pour aider un jeune gars à comprendre son premier investissement. Je faisais des promenades matinales quand le givre était encore sur l'herbe. La vie n'est pas devenue plus bruyante. Elle est devenue plus claire. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. Quelque chose qu'il m'a fallu 56 ans pour comprendre. La force ne hausse pas la voix. Elle lit les petits caractères. Elle sait quand reculer et elle a confiance que la vérité, avec le temps, apparaîtra toujours exactement là où elle est nécessaire.